Aujourd'hui, 29 novembre 2021, ramène le 34e anniversaire de cet événement à la fois tragique et sanglant que fut le massacre de la ruelle Vaillant. Pour nous rafraîchir un peu la mémoire et peut-être éclairer certains aspects de ce tragique événement, nous avons avec nous ce soir en visioconférence notre ami Clarence Renoir. Bonsoir Clarence Renoir. Bonsoir Serge Clan, c'est un plaisir d'être avec vous une fois de plus sur Métropole à Métro News. Bien, alors Clarence, commençons par planter le décor. Que se passe-t-il ce 29 novembre, ces jours d'élection? Oui, ce lapsus est bien quand même, le 27 novembre, parce que quelques jours avant le 29 novembre, le jour des élections, j'étais à Métropole, évidemment, au milieu de l'équipe de rédaction. Nous préparions à l'époque cette journée électorale qui était une grande première pour Haïti, une journée électorale, élection démocratique, première expérience du suffrage universel. Mais déjà, une semaine avant, nous avions des informations qui remontaient à la radio qui nous disaient, nos correspondants en province, qu'il y avait beaucoup d'événements, beaucoup de tirs la nuit, et donc des événements qui annonçaient ce qui allait se passer le 28 novembre. Il y avait même des déclarations qui étaient faites par des opposants à cette élection, parce qu'il y a eu beaucoup d'opposition à cette élection du 29 novembre. Et la veille, exactement le 28, c'était un samedi, nous étions en veille à la radio pour préparer l'événement du lendemain avec les journalistes, et j'étais là. Et aux environs de minuit, il y a eu une fusillade sur les fenêtres de Métropole, parce que nous étions dans une maison quand même assez protégée, où les baies vitrées, où les vitres ont volé un éclat. Et c'était des rafales tirées par des hommes armés, des inconnus, des militaires, pas je ne sais pas, mais qui ont attaqué les locaux de plusieurs radios, dont Radio Métropole et d'autres radios aussi à Port-au-Prince, qui étaient victimes de cette fusillade. Oui, mais Clarence, là, c'était Radio Métropole à la rue Pavée. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Oui, non, il faut rappeler ça à nos auditeurs qui ne connaissent pas la longue histoire de Métropole. Oui, il y a 34 ans. Eh oui. Dans la nuit du 28 au 29 novembre. Donc, fusillade, opposition marquée, pratiquement déclaration de guerre. Qui sont les grandes vedettes à l'époque de cette élection présidentielle? Quels sont les noms qui sont le plus souvent cités? Alors, les grandes vedettes, c'est d'abord, je dirais, le Conseil électoral. C'était la première fois dans l'histoire de ce pays, si je dis bien ce que je dis, que nous avions un conseil électoral indépendant, nommé à la lumière de ce qu'avait prévu la Constitution de 1987, qui était d'ailleurs une Constitution votée en mars, quelques mois plus tôt. C'est ça. Qui avait dit comment il fallait choisir les membres du conseil électoral pour qu'ils soient indépendants et représentant plusieurs secteurs. C'est ce conseil électoral, avec des personnalités extrêmement importantes et fort puissantes, qui tenaient tête à la réticence affichée, connue publique, des militaires qui ne voulaient pas de cette élection. Parce qu'il y avait beaucoup de rumeurs qui circulaient avant. Et donc, la principale vedette, c'était le conseil électoral. Ensuite, évidemment, il y avait les acteurs politiques du moment. Et la vedette des vedettes était un homme qui était très connu, qui a fait ses armes pendant la période de Jean-Claude Duvalier, notamment Gérard Bourg, qui était le candidat à la présidence du secteur démocratique de gauche, je peux l'identifier ainsi, et qui était apparemment, allait être le président de la République, parce qu'il avait la faveur de la majorité de la population et des regroupements de partis, de mouvements qui étaient derrière lui. Très bien. Mais si vous permettez, j'ajouterais l'autre vedette, c'était le ministre de l'Intérieur d'alors, donc le Conseil national de gouvernement, William Regala, avec le général Nofi en tête du CRG, qui était l'autre vedette qui s'opposait ouvertement, je dirais, ce CRG à la tenue de cette élection. C'est ça. Oui, mais vous venez de le rappeler, au moment de cette élection, ce sont les militaires qui sont au pouvoir. Oui, c'est le Conseil national de gouvernement qui a hérité du pouvoir après le départ de Jean-Claude Duvalier le 16 février. Et le Conseil il y avait Gérard Bourg dans la première
Oh mon Dieu! Dans la première version, c'était Namphyr égale à Gourgue. Gourgue et les autres, il y avait d'autres aussi. Donc, et Gourgue s'est retiré en mars, un mois après environ, parce qu'il contestait certaines mesures qui étaient prises, et il était devenu l'homme politique qui avait, je dirais, le vent en poupe et la faveur de la population pour cette élection de novembre 1987. Ok. Alors maintenant, parlons du massacre lui-même. Nous sommes dimanche. Un des lieux de vote, un des bureaux de vote se trouve à la ruelle Vaillant, un peu plus bas que le carrefour de la ruelle Nazon, premier carrefour, plus bas d'ailleurs, et les gens sont en train de voter, il y a beaucoup de monde. Il y a beaucoup de votants, et soudain, c'est l'attaque. Oui, il y avait beaucoup de monde un peu partout dans les bureaux de vote. Je peux pas vous dire pourquoi ce bureau de vote a été attaqué. Personne ne peut savoir aujourd'hui pourquoi ce bureau était la cible des gens armés qui étaient venus, militaires en civil, anciens macoutes, etc., qui étaient venus. Et donc, nous, à Métropole, on couvrait cette journée électorale. On s'était préparé, malgré la douche froide de la nuit du 28 au 29. Le lendemain, on s'est réunis, on a dépêché nos équipes sur place et j'étais mobile 17 pour Radio Métropole et dans les rues. Et on a, à un certain moment de la journée, on a reçu un coup de téléphone d'un habitant de la ruelle Vaillant qui appelle, qui dit qu'il se passe quelque chose, envoyez un reporter sur place. Et on m'a appelé, je me suis rendu sur place. Il y avait déjà une première vague de gens armés qui étaient venus pour tirer sur les gens en ligne qui allaient voter. Oui. Pendant que j'étais sur place et je faisais mon flash d'habitude avec un talkie-walkie pour dire ce qui se passait, une deuxième vague est arrivée et a tiré dans toutes les directions. Et je peux vous dire que j'étais très chanceux ce jour-là, béni. Et un journaliste dominicain qui était là avec sa caméra, qui était venu aussi à la première attaque filmer les événements, eh bien, il a été tué. Et lui a été tué, oui, en effet, oui. Est-ce qu'on sait combien de morts? Est-ce qu'on a fait le décompte du nombre de morts, in fine? Si c'est très macabre, je peux vous dire, Serge, très macabre. On a tous vu les images. Comment? Je veux dire, on a tous vu les images. Il y a eu des images. C'était vraiment terrible. Les gens qui étaient en ligne sont tombés. Moi, je suis entré dans une école, à l'école même, Argentine Bellegarde, une école publique, où le massacre était perpétré. J'ai vu des corps de gens recroquevillés derrière un banc d'école, des mobiliers d'école. Je croyais que c'était des gens qui se cachaient, c'était des gens morts. Et découpés aussi à la machette, avec des coups, avec des projectiles, etc. C'était un vrai massacre. Il y avait une dizaine de victimes environ à la ruelle Vaillant, mais dans le pays, il y avait environ une centaine de personnes tuées, blessées, en tout cas victimes de cette journée électorale sanglante qui a fait dire que la démocratie haïtienne a été noyée dans le sang, c'est noyée dans le sang ce 29 novembre, et c'est une date qui représente une des dates de la péripétie, des péripéties de la démocratie, de l'implantation de la démocratie en Haïti. Il y a eu une légère coupure, Clarence Renoir. On n'a pas bien entendu le nombre de morts que vous estimez à la ruelle Vaillant même. À la ruelle Vaillant, il y a eu une trentaine de victimes, à mon avis. Trentaine. Et d'autres victimes collatérales aussi. Parce que je connais des gens qui étaient sortis traumatisés, mais vraiment de ce massacre. Parce que c'est une petite ruelle quand vous entrez à la ruelle Vaillant. Oui. Et il y avait des gens qui habitaient tout autour. Donc cette fusillade à 2 reprises a laissé beaucoup de traumatismes, donc beaucoup de victimes. Ok, une double attaque donc. Alors maintenant, la grande question, qui a ordonné ce massacre? Alors c'est une grosse question, vous savez, dans ce pays, il n'y a pas de justice. On n'a jamais su exactement qui étaient les commanditaires, qui étaient les auteurs intellectuels, qui était vraiment quelle était l'identité des exécutants. C'était des gens armés, moi je les ai vus arriver dans un camion, etc. Et des gens qui portaient des armes, qui avaient toutes les tenues possibles. Mais ce qu'il faut dire, dans une compréhension analytique, je dirais, de l'affaire, c'était une opposition farouche à la démocratie.
Il y a des gens, parce qu'on venait de 30 ans de dictature. Bien Et sûr, à peine oui. une année, et les gens voulaient, qu'est-ce que ça veut dire, des élections organisées, et en plus un homme de gauche qui allait être élu. Donc il y avait c'est pas des réticences, mais cette initiative électorale s'est heurtée à des vents contraires, à une sorte d'opposition radicale contre une élection dont les gens n'avaient pas le contrôle véritable. Donc, les auteurs sont connus, si vous voulez, il y avait des témoignages. Et là, je me garderai de citer des noms, mais à l'époque, en 1987, il y avait beaucoup de témoignages qui avaient même indiqué d'où partaient les gens pour venir à l'école de la Ouattara. Et aussi dans d'autres coins du pays, il faut le rappeler, il y avait d'autres crimes qui étaient perpétrés le jour des élections aussi. Beaucoup de bureaux électoraux étaient incendiés. Il y avait vraiment beaucoup d'événements ce jour-là. Il y avait une opposition farouche, radicale, contre la tenue de cette élection. Oui, je m'en souviens comme si c'était hier. En effet, ce fut une journée tout à fait tragique, non seulement pour les victimes, pour le pays, mais aussi et surtout, comme vous venez de le signaler, pour la démocratie elle-même. C'était une tentative d'assassinat de la démocratie. Et je peux vous dire, Serge, sur ce commentaire, que la démocratie, en réalité, a été assassinée. Elle n'est pas morte, peut-être, parce qu'elle est encore là, on se bat pour la démocratie. Mais je crois que tout aurait été différent si on avait eu cette élection en Haïti en 1987. On aurait un gouvernement, un président élu. Et si toutes les choses se passaient bien, eh bien, l'histoire que nous pouvons raconter aujourd'hui, de 1987 que nous avons vécu, aurait été sans doute différente. Ouais. Avec d'autres acteurs. Oui, vous voyez ce que je veux dire? Oui. Et je ne peux pas m'empêcher de citer, si vous voulez, les Philippines. Parce que Haïti est sorti de la dictature le 7 février et les Philippines sont sorties 15 jours après Haïti. Les Marcos. Avec Marcos. Et les Philippines ont organisé des élections régulièrement. Eh bien, ils ont eu leur président à chaque reprise, à chaque mandat électoral. Tout à fait. Et puis, qui avance. Mais malheureusement, nous, notre histoire n'a connu que ce genre d'événements malheureux, tragiques. Oui. Bon, Maître Gourgue ne s'est pas représenté lorsque d'autres élections ont été organisées. Bon, ont été mises sur pied, on ne peut pas dire organisées. Et c'est Leslie Manigat, si j'ai bonne mémoire, qui a été élu, et malheureusement... En 1988. 88, et malheureusement, son mandat n'a duré que quelques mois, car il avait misé sur le mauvais cheval. Oui, parce que tout à fait, écoutez, ou bien celui qui avait donné le pouvoir a repris le pouvoir. Leslie Manigat, c'était l'armée qui avait organisé les élections en 1988. Une élection boudée par la grande majorité des partis politiques. Il y avait quelques représentants de partis comme ça qui étaient là, à côté de Leslie Manigat. Mais si vous regardez toute l'histoire après 1986, est marquée, toute notre histoire est marquée par une série de coups d'État, de renversements intempestifs, d'événements malheureux, et que ce soit les rachements York et tout ce que nous avons connu ces dernières années en termes de pays York et autres, ce sont autant d'événements qui n'ont pas laissé cette démocratie prendre corps, prendre racine dans le pays. Elle n'est pas morte, comme je vous ai dit, parce qu'il y a toujours des tentatives, il y a des éclaircies, mais c'est très difficile d'arriver à implanter cette démocratie dans nos mœurs, dans les mœurs politiques des uns et des autres, et dans la vie en général. Les conséquences sont aujourd'hui là sur l'économie, sur les développements et sur la vie haïtienne en général. Tout à fait d'accord, Clarence Renoir. Bon, là, en principe, je dis bien, nous sommes censés nous diriger vers de nouvelles élections. Alors là, je m'adresse plutôt à l'homme politique que vous êtes, au coordinateur général du mouvement UNIR. Alors, ces prochaines élections, vous les croyez possibles ? Vous savez, je ne sais pas. Mais ce que je peux dire, c'est qu'il faut toujours, en pensant à Haïti, éviter de faire des élections dans des périodes de division telles que nous connaissons. Depuis 30 ans, nous faisons des élections dans une atmosphère de division, de contestation de groupes et d'autres, etc. Nous n'avons jamais été unis, à part, même là encore en 87, pour organiser une élection où tout le monde se retrouverait dedans, tous les partis politiques y participeraient, etc. Et la population serait prête à voter pour les candidats de son choix à tous les niveaux. Donc il faut
et quand vous parlez de nous poser cette question aujourd'hui, à la lumière de ces événements, que les dirigeants actuels n'oublient pas ce qui s'est passé dans le pays au cours de ces 34 dernières années, et pour dire, écoutez, si nous organisons des élections, nous devons organiser des élections pour qu'elles soient contestées le moins possible et que ces élections puissent produire la stabilité. Donc voilà, c'est ce qu'il faut rechercher à travers une élection. Parce que jusqu'à présent, chaque fois que nous avons organisé des élections dans le pays, eh bien, ce sont des élections qui ont produit plus de crises dans une crise. Et donc qui ont fait qu'aggraver notre situation. Donc là, aujourd'hui, il faut que nous nous arrêtions un moment. J'ai entendu une phrase du Premier ministre aujourd'hui qui a dit « il faut que cela ne se reproduise plus ». Mais pour que cela ne se reproduise plus dans le pays, il faut mettre en place les moyens et créer une situation et une atmosphère pour que les élections puissent être organisées et avec une belle participation populaire et qu'elles ne soient pas contestées. Eh bien, sur ces belles paroles, ces paroles d'espoir, finalement, Clarence Renoy, nous allons nous dire au revoir. Merci d'avoir fait ce rappel historique sur ce qui est connu dans l'histoire d'Haïti comme le massacre de la ruelle Vaillant et, comme l'a dit le Premier ministre Ariel Henry, que cela ne se reproduise jamais plus. Merci Serge, c'était un plaisir d'être avec vous et avec vos téléspectateurs et téléspectatrices. Merci Clarence. C'était donc Clarence Renoy, coordonnateur général du parti UNIR, qui nous faisait un petit rappel historique sur ce qu'on a appelé le massacre de la ruelle Vaillant et dont aujourd'hui on fête le 34e anniversaire.